L'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean va lancer une campagne de sensibilisation sur l'importance de la vaccination le mois prochain. Alors que débute la campagne de vaccination contre l'influenza, une opération anti-rougeole est aussi entamée partout au Québec. Pour nous en expliquer le fonctionnement, j'ai avec moi une enseignante en sciences infirmières de l'Université du Québec à Chicoutimi, Mme Danielle Poirier. Madame Poirier, bonjour. Bonjour. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'un vaccin? Un vaccin, en fait, c'est une substance qu'on introduit à l'intérieur de l'organisme d'une personne qui a finalement le but d'aller sensibiliser ou d'aller stimuler la formation d'anticorps par le système immunitaire. Alors, en ayant des anticorps, la personne qui risque à un moment donné de se représenter devant soit un microbe, un tel microbe dans la nature, en ayant ces anticorps-là, va être beaucoup mieux protégé pour ne pas faire ou de ne pas développer cette maladie-là. Donc, on sait que parfois, l'efficacité d'un vaccin est sur une courte durée. Est-ce quelle maladie, en fait, donc le vaccin est seulement efficace sur une courte période de temps? On pense, en fait, un vaccin, c'est efficace à très long terme habituellement. Alors, c'est pour ça que si je prends par exemple le vaccin contre le tétanos, on va donner comme 3 doses initiales et par la suite, c'est aux 10 ans. C'est qu'en fait, les études ont démontré qu'après 10 ans, la couverture du vaccin n'est plus nécessairement efficace. Alors, il faut aller restimuler le système immunitaire pour reconstruire des anticorps. Il y a certains vaccins à l'heure actuelle qui ne nécessitent pas de rappel. Donc, on va l'avoir une fois dans notre vie et c'est suffisant, comme la fièvre jaune, par exemple, quand on voyage. Là, ça, c'est un exemple que j'ai comme ça. Il y a des vaccins qui va être nécessaire de refaire, un peu comme celui, évidemment, sur l'influenza contre la grippe, tout simplement parce que les antigènes qu'on va introduire dans l'organisme pour stimuler la production d'anticorps changent. Les vaccins, c'est-à-dire les microbes changent d'une année à l'autre. Des fois, ça peut être le même pendant quelques années. Et à un moment donné, il y a l'apparition d'un nouveau microbe et ce nouveau microbe-là, finalement, nécessite la fabrication d'un nouveau vaccin, mais c'est un peu pour la même maladie, si on veut. Alors, il y a différentes sortes, évidemment, de contextes qui fait en sorte que le vaccin peut avoir une durée de vie plus ou moins longue. OK, d'accord. Donc, on connaît la méthode de l'injection, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que la piqûre? En général, on utilise la méthode de l'injection tout simplement parce que d'autres méthodes n'ont pas réussi finalement à permettre cette vaccination-là. Je m'explique, c'est que si je prenais par exemple un vaccin Perros par la bouche, je l'avale, mon estomac va, par la présence de l'acide chlorhydrique, va briser ou va détruire le vaccin. Alors, c'est pour ça que par voie orale, on ne peut pas prendre un vaccin. En tout cas, dans la forme actuellement. Alors, c'est pour ça qu'il faut l'introduire par voie intramusculaire dans un muscle à l'intérieur de l'organisme, ce qui va faire très, très bien l'affaire. S'il n'y avait pas cette limite-là reliée à la digestion, si on veut, du produit par l'estomac du vaccin, ils pourraient tous être orales, les vaccins, et ça présenterait moins de problèmes au niveau vaccinal, sauf qu'ils ne seraient pas efficaces. Donc, pourquoi c'est dans un muscle, justement, qu'on injecte et ce n'est pas dans un vaisseau sanguin? Parce qu'au niveau, au niveau du muscle, comment je dirais ça, il y a une circulation qui se fait, une circulation lymphatique, il y a une circulation qui fait en sorte qu'on va avoir accès, la circulation va avoir accès à ces produits-là qu'on a injectés et ça va prendre le chemin des vaisseaux sanguins, ça va se retrouver aux bons endroits pour pouvoir construire ces anticorps-là. OK. Et ensuite, on sait que dès un jeune âge, un enfant, pas qu'on impose, mais on propose de se faire vacciner concernant plusieurs maladies, dont la rougeole. Mais quelle autre maladie l'enfant doit avoir été vacciné pour? En général, le calendrier régulier d'une vaccination pour les enfants au Québec contient plusieurs vaccins. Je pense, par exemple, à la diphtérie, tétanos. On appelle ça le D2, T5. Là. On vaccine également contre la méningite, qui est aussi on l'appelle influenza, mais de type B. Donc, c'est une autre sorte d'influenza qui amène cette maladie-là de la méningite chez les enfants. Donc, ils ont accès à cette vaccination-là. Il y a aussi la rougeole, la rubéole et les oreillons aussi, qui sont des maladies contagieuses qui amènent beaucoup de conséquences et des complications chez les enfants. Donc, il y a ça. Il y a un nouveau vaccin qui se donne aussi
contre la varicelle ces dernières années celui aussi contre le pneumocoque, qui est aussi un autre vaccin qui peut être aussi donné. Donc, avec le temps, ça se développe. Il y a des nouveaux vaccins qui apparaissent et tout est dans l'intérêt, finalement, de la santé des enfants. Et qu'est-ce que le pneumocoque, en fait? Le pneumocoque, c'est une bactérie qui finalement, crée des ravages importants là, au niveau pulmonaire, bien sûr. Ça amène des pneumonies importantes et qui peut, chez certaines personnes, on peut faire la maladie puis ne pas nécessairement avoir trop de conséquences, mais chez d'autres personnes qui sont déjà vulnérables en partant, en plus de faire cette maladie-là, bien, il peut y avoir des conséquences. Ça peut même aller jusqu'au décès. Et est-ce que certaines personnes sont inaptes physiquement à recevoir un vaccin? Il y a des personnes qui sont plus, celles, entre autres, qui sont déjà atteintes par une maladie immunitaire ou qui ont déjà une faiblesse très importante à ce niveau-là. Le fait, évidemment, de donner des vaccins pourrait peut-être être nuisible. Je pense à des vaccins vivants, par exemple, parce qu'il y a des vivants qui sont des vaccins qui sont atténués. Donc, on va injecter des corps de microbes, mais qui sont morts, si on veut. Mais il y en a d'autres qui sont plus vivants, mais par contre atténués, qui ne donneront pas nécessairement la maladie, mais qui... donc, eux autres sont un petit peu plus à risque de provoquer chez une personne qui est auto-immune, c'est-à-dire qui a un système immunitaire un petit peu plus à risque ou malade de développer des maladies. Alors là, on va être plus prudent. Ensuite, il y a des personnes, c'est sûr qu'il y a des contre-indications aux médicaments, mais en général, c'est chaque fois qu'on va se faire vacciner, l'infirmière ou le médecin prend le temps d'évaluer avec la personne ses risques. Avant. Et donc, quel effet secondaire peut avoir immédiatement après l'injection d'un vaccin? Okay. Après, la pire réaction, c'est la réaction du choc anaphylactique qu'on appelle. Donc, c'est une allergie grave qui pourrait être présentée dans les minutes qui suivent. Et s'il y a vraiment un danger, c'est à ce moment-là qu'il va se produire. S'il y a un danger pour la vie, disons, extrême, ce qui est très, très rare, ça arrive sur un cas peut-être sur 1 million de vaccins qu'on peut donner. Et on demande toujours aux personnes de rester sur place. Et nous, on a à ce moment-là une mesure qui est simplement d'injecter de l'adrénaline qui va faire en sorte que ça va diminuer la réaction anaphylactique. Et ça peut sauver, évidemment, la vie de la personne. Et ça, c'est très rare. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux personnes de rester tout de suite après une vaccination si on surveillante. Et après ce délai de 15 minutes, normalement, une demi-heure, s'il y a des réactions, ça va être des réactions plus mineures, si on veut. Ça va être soit un petit peu de fièvre. En général, c'est ça, une douleur au site d'injection. Des fois, il peut y avoir une enflure, un malaise, mais en général, c'est quand même... limité comme effet secondaire. Puis chaque vaccin aussi peut avoir ses effets secondaires. Et est-ce qu'il y a une raison pourquoi les vaccins ne sont pas obligatoires chez tout le monde? Ça fait partie des droits et libertés des individus. On ne peut pas imposer quelque chose à un individu sans qu'on ait son consentement. Et ça, c'est pour tous les soins. À partir du moment où la personne est lucide, consciente, éclairée et capable de prendre une décision. Dans tous les cas, dans le domaine de la santé, on ne peut pas rien rendre obligatoire, à moins que sa vie soit vraiment en danger ou qu'elle mette la vie vraiment de quelqu'un en danger. À ce moment-là, on s'en va dans le domaine judiciaire. Alors là, on passe là, devant un juge et ça devient une procédure judiciaire à ce moment-là. Mais donc, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire, mais on sait très bien que c'est à nous de démontrer la pertinence de tout ça et de laisser la personne décider. Il y a toujours un consentement avant la vaccination qui est demandé aussi. D'accord. Donc, je vous remercie. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, c'était Mme Danielle Poirier, enseignante en soins infirmiers à l'Université de Chicoutimi. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.